Bonjour à vous. Premièrement, merci énormément au comité organisateur pour l'opportunité de présenter ce matin, mais aussi au public d'être présent, car si je comprends bien le rôle du conférencier d'ouverture, ça comporte en quelque sorte une double fonction, à la fois de mettre la table pour le sujet qui sera discuté aussi aujourd'hui, de comprendre et cerner ses problématiques et ses enjeux, mais c'est aussi en quelque sorte la première partie du colloque, c'est un peu comme le opening act qui sert à réchauffer la salle. C'est donc un honneur d'ouvrir pour vous, comme ça serait pour YouTube, par exemple. Et dans cette double fonction, je vais tenter de faire décoller la journée et de vous masser un peu le cerveau, assez pour faciliter l'ingestion des analyses exceptionnelles auxquelles vous allez être exposé au cours de la journée. C'est pour cette raison que je vais vous parler du cœur à ses raisons. Question d'observer comment le cœur n'effectue pas une édulcoration des tropes, comme le propose tvtropes.com, mais se construit une diégèse cohérente en utilisant le trope comme substance même du récit. Des questions s'imposent comme que nous reste-t-il quand le récit est composé simplement de tropes? Y a-t-il déconstruction ou plutôt célébration? Aussi, il va y avoir plein de gifs. Allons-y pour les choses sérieuses. Je me dois aussi de spécifier que, dans le cas échéant, l'usage du mot trope sera bien sûr utilisé comme une expression similaire à celle du cliché. Une autre définition du mot, davantage linguistique, décrit un mot utilisé dans son sens figuré. Vous l'aurez deviné qu'une communication portant sur le cœur à ses raisons a des meilleures chances de parler du cliché que du sens figuré, malgré que des exemples de ceci soient aussi présents dans la série. C'est en réfléchissant à ce colloque et en écoutant Girl Talk dans l'autobus que je me suis mis à me questionner s'il serait possible de créer une série narrative entièrement basée sur du matériel préexistant. Un peu comme David Shields l'avait fait avec Reality Hunger, mais pour la fiction. J'ai ensuite pensé à la télésérie québécoise Le cœur à ses raisons, la plus importante production télévisuelle provenant de notre belle province, à mon avis. Le cœur à ses raisons et son rapport important avec le trope. Je pense décliner ma présentation sur quelques points sans toutefois éjecter certaines observations portant, par exemple, sur l'usage du canon, du telenovela ou du soap comme générateur de tropes, et aussi observer comment, dans un récit entièrement composé de tropes, c'est les non-tropes qui finissent par devenir saillants. Pendant notre prochain 35 minutes ensemble, on va aussi parler du rapport que le trope entretient avec la parodie, avec la répétition, avec le kitsch, pour finalement conclure avec l'aspect occulte du trope. Mais d'abord et avant tout, commençons par une présentation succincte sur Le cœur à ses raisons. On sait que Le cœur à ses raisons est un feuilleton télévisé parodique québécois, et on va revenir sur l'expression parodique, en 39 épisodes de 22 minutes, donc c'est 3 saisons. Ça a été créé par Marc Brunet, mais on crédite aussi beaucoup les deux, l'acteur et l'actrice principale, Marc Labrèche et Anne Dorval, comme co-créateurs, puisqu'il y avait beaucoup d'improvisation qui se faisait. Ça a été diffusé entre 2005 et 2007 sur le réseau populaire TVA. Son titre provient, vous l'aurez deviné, de cette célèbre pensée de Pascal, le cœur a ses raisons le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. J'ai appris des beaux trucs. La série est distribuée dans le monde anglophone sous le nom The Sins of Love. Et il y a... Ouais, quand même. Et pour les gens qui connaissent la série, ça a tout son sens. Il y a aussi eu une adaptation polonaise intitulée Grzeźni i Bogaci, qui se traduit vraiment par les pêcheurs et les riches. Elle a été diffusée en 2009 par la chaîne TVN. Ça a seulement duré 4 épisodes. C'est terrible, c'est terrible. Commençons avec les personnages. Ah oui, ok, ça c'était bon. Là, je me suis... il faudrait que je le corrige. En fait, j'ai inversé Brett et Brad. Je me suis rendu compte de ça, donc vous me corrigerez. Le personnage central est nommé Brett. Il est interprété par Marc Labrèche, comme vous voyez. C'est le fils de Doug, héritier, médecin et danseur occasionnel. Il est le frère jumeau de Brad, vous m'excuserez la version des libellés ici, qui est le second fils jumeau de Doug, pardonnez-moi, il faut dire Doug. Il est le versant diabolique de son frère, donc son evil twin, qui viendra défaire tous ses plans et utilisera toutes possibilités machiavéliques pour s'emparer de la Doug International, pardonnez-moi, la Montgomery International, qui est la compagnie fondée par le patriarche Doug. Brenda, qui est la sœur qui apparaîtra à la 2e saison, elle en compétition immédiate avec un personnage qu'on va rencontrer plus tard, Becky, qui est la propriétaire et la fondatrice de Lady Coquette, une multinationale de produits de beauté. Brenda reviendra suite au grand désastre de St. Andrews, que je vais évidemment vous raconter tantôt,
pour offrir une opposition, ou du moins une compétition au monopole que représente Becky Walters. Doug Montgomery, qu'on verra seulement pour un épisode, pas de gif, il est mort quand on le voit. Crystal, la mère de Brett, Brad et Brenda. Crystal n'a pas besoin d'introduction plus que ceci, je dirais. C'est vraiment un personnage exceptionnel. Cricket Rockwell, qui est la fiancée de Brett. Oui, fiancée de Brett. C'est assez compliqué avec toutes ces B. La fiancée de Brett, ancienne copine de Ridge Taylor, qui est l'annonceur de nouvelles. Cricket commencera comme, j'imagine qu'il y a un nom pour ce rôle-là, mais celle qui lit les chiffres sur les petites boules de l'auto de bingo, et progressera dans le domaine du journalisme d'investigation, finira par devenir la plus importante journaliste de St. Andrews. Cricket a elle aussi une sœur, Ashley, qui est infirmière diplômée et amoureuse de Peter Marlborough, détective extraordinaire, mais à l'émotivité à fleur de peau, comme vous pouvez le voir. Un autre personnage qui est de première vue un peu un personnage de soutien, mais qui prendra tout son sens vers la 3e saison, c'est le personnage de Madge, qui est d'abord et avant tout le souffre-douleur de la famille Montgomery. Ici, vous avez Madge, vous avez le révérend McDougall, Louis, Brenda et Bo Bellingsworth, que je suis très content d'avoir crié dans le micro et d'avoir tenté de faire ça. On revient à Becky, je vous ai dit, la fondatrice de Lady Coquette et grande rivale de Brenda, qui, elle, se séparera, puis là, je ne veux pas trop y aller, mais j'imagine que vous avez deviné comment est-ce que les tropes fonctionnent dans cette série-là. Elle se séparera de Brad pour ensuite s'unir avec Brock, et en fait, tout en restant en relation avec, elle va tomber enceinte de Brad. Elle aura un enfant du nom de Chris Montgomery. Chris Montgomery prendra cette allure. Et ce qui m'amène à parler du premier trope de la série, qui en est un de mes préférés, puisque je le trouve immensément problématique, c'est le trope du Black Baby. En fait, là où est-ce que la naissance d'un enfant révèle un adultère et que tout ça se dévoile au grand jour, parfois de manière très sensible et dramatique, mais parfois de manière extrêmement cynique et méchante, comme on l'aurait vu par exemple dans It's Always Sunny in Philadelphia. Que ça, c'est le Black Baby le plus, à mon avis, intense. Et oui, il y avait Flatty aussi, je ne peux pas oublier Flatty, qui est, comme vous l'avez deviné, quand on parle de multinationales et ainsi de suite, c'est évident qu'il y a le bon chien qui s'occupe de tout le monde. Ici, vous avez le panneau de présentation de Flatty, ainsi que la fois où Flatty aura sauvé la famille au complet qui est tombée, vous l'aurez deviné, dans le fond d'un puits. L'intrigue est assez simple. Oh, pardon. Mais bon. L'intrigue, en fait, n'est pas nécessairement assez simple, mais c'est des trucs très connus. Je l'ai un peu mentionné. Doug meurt au début de la première saison. Il y aura déchirure au sein de la famille pour voir qui héritera de la Montgomery International. Suite à ça, une ribambelle de personnages d'héritiers et d'héritières viendront se joindre au cast, ou du moins au noyau dur de la télésérie. À la fin de la saison 1, il arrivera le premier grand désastre naturel à St. Andrews, qui est le tremblement de terre, où tous les personnages mourront suite à une attaque de poutre, parce que je n'ai pas d'autre expression pour le dire. Le dernier épisode de la première saison est une succession continue de personnes qui se font lancer des poutres en styrofoam sur le corps. Malheureusement, personne de St. Andrews survit, sauf tout le monde de St. Andrews qui survit, puisqu'ils reviendront à la seconde saison, où on devra réparer St. Andrews, un grand coup d'union, de collaboration, de communauté et de téléthon. On va faire un téléthon complet pour le manque de pichets, chose que je trouvais assez drôle ce matin, puisque c'est assez compliqué de trouver un pichet dans le DR ce matin. Donc la pénurie de pichets est un véritable enjeu dans le cœur de ces raisons. Et vers la 3e saison, on ira beaucoup plus dans la généalogie des personnages, où on sera révélé, j'espère pas trop aller, on parle quand même de quelque chose de 2009, on révélera que Madge est la véritable mère des 3 enfants Montgomery, et là, il y aura immense scandale, et ça se terminera de cette manière. Il y a eu une occasion où tous les personnages, tous les acteurs et actrices se sont rejoints pour faire une petite scénette du cœur de ces raisons, mais si on se fie au mot du créateur, la série, elle est terminée, c'est fini, ça ne continuera pas. Donc,
C'est en parcourant Saga de Tonino Benakistan, roman dans lequel un groupe de scénaristes amateurs sont engagés pour créer une télésérie qui sera diffusée aux petites heures de la nuit et qui n'a pas l'objectif d'être bien populaire, mais qui s'avère être un succès considérable à cause de son jeu habile avec les tropes, que ça m'a frappé que malgré que le romancier ne spécifie jamais les détails de la dite télésérie, un bon lecteur québécois aura compris que ce qui résulte de cette initiative doit sans l'ombre d'un doute ressembler au Cœur à ses raisons. C'est-à-dire une télésérie qui expose ouvertement les conventions de sa propre diégèse, une série qui, malgré qu'elle n'est pas métafictionnelle dans sa forme, est tout de même interprétée de manière méta. L'on reconnaît et assimile les conventions pour mieux les réexpédier sur l'écran. La série Saga, pardonnez-moi, la série télévisuelle Saga, non pas la bande dessinée de Brian K. Vaughan, bon, je suis certain, la série Saga, comme le cœur, puise dans l'imaginaire du soap et de la telenovela comme matériau brut pour sa diégèse. À première vue, il n'y a pas de matériel original dans le Cœur à ses raisons. Tout est récupération, recyclage ou réutilisation de situations déjà maintes fois vues ailleurs. Cette réutilisation est telle que la série Le Cœur à ses raisons s'est vue définie comme parodique, et ce par plusieurs médias québécois et français. Ici en haut, vous avez même un libellé de Fnac.com. La télésérie est considérée comme parodique, mais malgré que si on se fie à la définition... Pardonnez-moi, je reviens là-dessus. La télésérie est considérée comme parodique et que si on se fie à la définition qu'en fait César Chéneau du Marcet, elle en est bien une. La parodie signifie à la lettre un chant composé à l'imitation d'un autre. Et par extension, on donne le nom de parodie à un ouvrage en vers dans lequel on détourne, dans un sens railleur, des vers d'un autre qu'un autre a fait dans une vue différente. Et ici, vous avez Louis qui exprime mes plus importantes angoisses. Parce que la maîtrise en danse africaine a été très, très compliquée à obtenir. Mais la série n'est pas parodique dans le sens bakhtinien, car elle échappe à sa dimension critique. Marc Brunet n'avait clairement pas l'intention de parodier qui que ce soit dans cette série. Seulement libérer des tropes du soap bien connus, malgré que, soyons réalistes, nous ne les reconnaissons que via la parodie. J'imagine que seulement très peu de gens ici présents ont déjà eu un contact prolongé avec un véritable soap. D'expérience personnelle, c'est quand on est sur le chômage qu'on finit par avoir comme un an où on écoute nos soaps. J'ai jamais vécu ça. J'ai davantage l'impression qu'on connaît les tropes du soap par leur récupération et par leur subversion. Bon, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a vécu ce moment-là de vacances, où on peut écouter un blanc par rapport à tous les titres possibles et imaginables des soaps, mais si vous l'avez écouté, ben, vous avez probablement un accès privilégié à ces tropes-là. Et on va avoir besoin de vous pour nous aiguiller sur les véritables conventions contemporaines du genre. Non pas, comme je vous dis, les tropes véhiculées par la répétition dans la pop culture. Mais le trope ne peut pas être un acte parodique, comme nous l'explique Gabriel Trépanier-Jodoin dans sa thèse « Le rôle de la parodie dans la dénaturalisation des stéréotypes de genre », l'exemple du soap opéra dans la série « Le cœur a ses raisons ». Et elle déclare que, à l'époque moderne, la parodie figurait dans les traités sur les tropes, aux côtés de la métaphore, de l'ellipse, et de l'hyperbole et de la synecdoque. Si l'on admet que les genres et les tropes font partie des cibles potentielles de la parodie, il semble toutefois impossible de la considérer comme un genre ou comme un trope sans soulever une contradiction dans ces termes. Elle ajoute à cette réflexion un argument de Jean-Marie Schaffer qui explique que la parodie est du même niveau d'abstraction que les catégories de la généricité, de sorte que l'on ne peut pas en faire partie, qu'elle ne peut pas en faire partie. La parodie est une relation textuelle possible, elle est de tous les temps et de tous les lieux, alors qu'un genre est toujours une configuration historique, concrète et unique. Cela laisse entièrement ouverte la question des rapports entre la relation générique et la relation parodique. Ceci étant dit, il est aussi important d'ajouter que malgré que nous nous concentrons aujourd'hui sur le trope comme convention scénaristique, les deux définitions du terme décrivent un phénomène qui est issu de la répétition. C'est dans l'usage que le trope linguistique devient déchiffrable. C'est aussi suite à une répétition que la figure devient cliché. Alors, suite à cette définition, nous pouvons néanmoins nous entendre sur le fait que le trope est le produit d'une répétition. Une répétition assez prononcée pour qu'un acte, un personnage ou une situation devienne habituel ou prévisible. Sur ce, nous... Oui, pardon, il y a un petit pincement dans le fond de la salle. Sur ça, nous revisitons Aristote, qui est incontournable dans la théorie du trope, et plus spécifiquement sur la répétition et l'imitation. Il est en effet possible, et je cite,
Il est en effet possible d'imiter les mêmes objets par les mêmes moyens, tantôt en racontant, ou bien ceux qui imitent tous les gens en train d'agir et réaliser quelque chose. Et il poursuit en disant, il est donc clair, d'après cela, que le poète doit être poète d'histoire plutôt que de vers, d'autant qu'il est poète en raison de l'imitation et qu'il imite les actions. Et là, on dirait qu'il parle directement du cœur à ses raisons. La crainte et la pitié peuvent bien naître du spectacle, mais elles peuvent naître aussi de l'agencement même des faits accomplis, ce qui est préférable et d'un meilleur poète. Je suis sûr que ça ferait vraiment plaisir à Marc d'entendre ça. C'est ici que je trouve qu'il faut mettre l'emphase notamment sur le fait que l'habileté du poète, selon Aristote, ou Platon, c'est selon, réside dans l'agencement des éléments imités. C'est là que réside le véritable talent, ce qui me ramène à la déclaration d'introduction concernant le pinacle de la production télévisuelle québécoise, qui se préoccupe peu des éléments du récit, mais qui est incroyablement précis dans son agencement. L'idée même de créer une télésérie qui repose entièrement sur des clichés ou des tropes vient directement s'abreuver de ce qu'Aristote décrit ici. C'est dans l'acte de création d'un récit original, composé entièrement d'éléments de fiction préexistants, que le cœur à ses raisons atteint des niveaux de maestrat. On nous sert du matériel préexistant, mais dans une forme originale. L'acte même de répétition est la source de l'originalité de la série. Elle évite le piège de la supposée originalité et de l'inédit. Le cœur sert d'énormes coups de masse dans la tyrannie de l'originalité en art. Là où certains scénaristes insisteront qu'il est impossible d'éviter les tropes, il est alors fortement conseillé de les utiliser avec parcimonie et les cacher dans une haute voltige scénaristique afin d'obfusquer leur présence aux auditeurs. La série Le Cœur fait véritablement l'inverse. Elle dévoile, déclare et déchaîne ces tropes. Maintenant, sachant que nous ne sommes pas dans la parodie, mais dans l'usage conscient du trope, quels termes pouvons-nous utiliser pour décrire l'objet culturel qu'est le cœur à ses raisons? Le processus d'imitation et de réagencement, comme le mentionne Aristote dans ce cas, est très similaire à celui de la répétition. Cette répétition est esthétiquement reconnue comme partie prenante de l'esthétique du kitsch, qui est le sujet d'un fascinant article de Sam Brinkley intitulé « Kitsch as a Repetitive System », dans lequel il explique que... C'était-tu agressant? Vraiment. Pour les gens qui ne l'ont pas écouté, il y a vraiment une usure de la langue qui se fait au fil des saisons où on brise de plus en plus les mots et même à un point tel que les sous-titres se mettent à imiter ce langage. Donc, on ne dit plus vraiment, on dit vraiment. Oh, il y en a plein d'autres que vous allez voir tantôt. Donc, je reviens à Sam Brinkley. Il explique « The mass culture theorists as a tradition that spans such figures as Alexis Tocqueville, Clément Greenberg, José Ortega y Gasset, Dwight MacDonald, Theodore Adorno, Horkheimer, Irving Howe, and others, define kitsch as a style derivative of higher art styles, imitative, given to formula and stock motive, and thus radically inferior to the creativity and innovation found in high culture, and indeed symptomatic of a uniquely modern form of aesthetic corruption. » C'est cette dimension de répétition. Ah non, pardon. Et il continue. Juste attends, coup de théâtre. Deus Ex Machina? Non. Je vais toutes les nommer, ça pourrait rester bon. Il continue en disant « Against this position, I will argue for the uniqueness of kitsch as a distinct style, one which celebrates repetition and conventionality as a value in itself. The kitsch sensibility I will uncover is one which employs the thematics of repetition over innovation, a preference for formula and conventions over originality and experiment, an appeal to sentimental affirmation over existing probing, a unique and quite healthy sensibility that can rightly be called kitsch, without invoking the prejudice this term often implies. » Et c'est donc dans cette dimension de répétition, présente dans l'esthétique kitsch, que je désire souligner, surtout qu'un autre penseur, Hermann Brock, nous offre une observation similaire dans son « Quelques remarques à propos du kitsch ». Le kitsch n'est pas, et je cite, « Le kitsch n'est pas un mauvais art. Nous ne nous y trompons pas. Il forme un système propre, un système fermé, il est vrai, qui est logé comme un corps étranger dans le système de l'art, dans son ensemble, ou bien, si vous voulez, que se trouve à côté de lui. » J'ai de la misère à lire ça. Donc, on voit comment Brock considère un peu le kitsch comme, vous voyez, un système autre ou liminaire. C'est de cette manière que je conçois la télésérie, d'une manière très puissante et qui révèle au grand jour la puissance du trope. C'est avec l'usage juste du
Trop que fait l'équipe du cœur à ses raisons, que nous sommes confrontés au pouvoir de cette façon de raconter une histoire. Mais il s'opère aussi un déconditionnement dans la mesure qu'à force d'écoute, c'est les non-tropes qui finissent par être saillants. Mais comme je vous mentionnais tantôt, il y en a très peu dans le cœur à ses raisons. Donc à chaque fois qu'ils apparaissent, ils sont d'autant plus remarquables. Ici, Isabelle Barberis explique que le kitsch peut donc servir de démarche esthétique et politique du retournement du stigmate en identité. Donc on peut s'affirmer en tant que production culturelle entièrement kitsch. Et pour revenir à Herman Brock, c'est en lisant ses observations qu'il y a une citation qui m'a plu plus que les autres, mais qui a vraiment déraillé la réflexion, si je peux révéler mes pistes et mes traces à ce point-ci. C'est en lisant Herman Brock qui dit « On peut le comparer, et ce n'est pas une métaphore, au système de l'antéchrist dans ses relations avec celui du Christ. » Et bon, évidemment, à ce point-ci, je suis devenu très, très, très curieux de ce qu'il voulait dire. Et je vais aller un peu regarder du côté de la Bible satanique avec Anton LaVey, où j'ai constaté que dans le chapitre « Indulgence instead of abstinence », Anton LaVey, grand prêtre de l'Église sataniste, explique que « People often mistake compulsion for indulgence. But there is a world of difference between the two. A compulsion is never created by indulging, but by not being able to indulge. By making something taboo, it only serves to intensify the desire. Everyone likes to do these things they have been told not to do. Forbidden fruits are sweetest. Et il continue en expliquant que Satanists are encouraged to indulge in the 7 deadly sins, as they need hurt no one. They were only invented by the Christian Church to insert guilt on the part of its followers. The Christian Church knows that it is impossible for anyone to avoid committing these sins, and they are all things which we, being humans, naturally do. Et c'est ici où je trouve ça intéressant de voir cette dynamique artistique avec le cœur à ses raisons qui va dans l'ouverture et qui va dans l'explosion des tropes, au lieu de garder ça à l'intérieur, au lieu de se dire que ces tropes-là sont mal aimés, sont mal habiles, sont des conventions scénaristiques qui ont été usées à la corde, on doit les cacher, puisque ce sont des béquilles scénaristiques. Ben, Marc et l'équipe du Cœur à ses raisons ont décidé de faire la dynamique inverse, de tous les envoyer à l'écran en même temps et voir qu'est-ce qu'on est capable de créer dans cet agencement des tropes. Et c'est ici où je trouve que la théorie de l'Église de Satan fonctionne très bien, puisque, c'est drôle de le dire de cette manière-là, dans la Bible satanique, on voit que les 7 péchés capitaux sont assemblés un peu de la manière d'une étoile. Donc, si l'on en réprime une, on donne une force à une autre. Et c'est ça le point saillant de l'idée ésotérique derrière l'Église de Satan, c'est que si on réprime l'envie, ben on se retrouve à peut-être donner plus de pouvoir à la colère. Et si on réprime le désir, ben on se retrouve peut-être à donner plus d'importance à l'envie. Et c'est en dosant tous ces péchés capitaux et dosant toutes ces pulsions humaines qu'on réussit à avoir un meilleur équilibre. Ce n'est pas en enlevant une. Et à mon avis, ça fonctionne aussi dans la scénarisation, que ce soit télévisuel ou cinématographique. Si le trope doit apparaître, et si le trope est utile à ce point-là, on ne devrait pas le réprimer, parce que ça va probablement amplifier une autre faille dans le scénario. Donc, en prenant le cœur à ses raisons comme exemple type, on se rend compte que ces choses-là les tropes peuvent servir à balancer. Et c'est vraiment avec la consommation et puis je dis consommation, vraiment en regardant et en analysant le cœur à ses raisons qu'on se rend compte que cet écosystème fonctionne parfaitement bien. Le système de tropes, tout comme le système religieux sataniste, prône la libération des conventions, des impressions et de la hiérarchisation des arts. Son utilisation démontre une forte compréhension du fait que la répression ne fait qu'encourager une sorte de miasme qui devient intenable sur le long. De désespérément refuser de tomber dans les clichés est une technique qui ne fait pas long feu. La répression ne fait que mettre en évidence d'autres torts. Et il m'apparaît évident que nulle série le fait aussi bien que Le Cœur a ses raisons. J'ouvre ici une porte à potentiellement les premières saisons de Twin Peaks, qui l'a aussi fait, mais dans une ambiance de cinéma d'avant-garde. D'ailleurs, ça serait intéressant de comparer les deux productions. Le trope ici est beaucoup plus comme exutoire et comme évasion des normes artistiques et de manifeste en quelque sorte de dire l'on a le droit de les utiliser, ce n'est pas parce que les conventions les regardent d'un œil négatif qu'ils n'ont pas leur usage en soi-même. Donc, avec Le Cœur à ses raisons, je trouve qu'on se retrouve avec un grand exemple de libération des tropes. Et c'est avec ça que je voulais commencer le colloque, ouvrir le colloque.
Merci beaucoup.